On va aller faire quand même rapidement un tour de l'immédiat, les gros dossiers qu'ils ont cette semaine. Si tu regardes un des articles populaires présentement, c'est un texte de notre ami Jean-François Caron. Mais en fait, c'est un texte de Jérôme, mais qui parle avec Jean-François Caron. D'ailleurs, son billet hier était vraiment bon. Ouais, vraiment. Nazi ovationné à Ottawa, les avertissements d'un professeur ignoré. Donc, assez intéressant de ce côté-là. Ensuite, la vérité finira par sortir de Patrick Provost. Et Jérôme Blanchet-Gravel, on charcute des enfants au nom du progrès. Donc, c'est les textes de Jérôme qui attirent beaucoup l'attention cette semaine, on s'en rend compte. Il y a beaucoup d'autres bons textes là, qui sont à regarder. J'aime toujours, moi, la caricature de Flegg. Si tu descends, on a l'actualité selon Flegg. Là. Donc, Ouais, juste un peu plus haut que ça. un Là, peu si plus haut, on voit la caricature, donc juste en bas de la relation. je Ouais, l'ai exact. ici. C'était bon, ça. Justin Trudeau qui se cache en arrière de Anthony Rota. C'est quand même D'ailleurs, très Flegg bon. qu'on voit souvent dans l'immédiat, ça c'est une bonne nouvelle, sérieusement, je l'aime bien. Puis sur la chaîne également de l'immédiat cette semaine, qu'est-ce qu'on retrouve éventuellement? Ils ont du contenu original, j'aime bien ça. La culture du rodéo au Québec. Honnêtement, je pense que je vais aller l'écouter à soir. Ça m'intéresse pour de vrai. Des entrevues qui ont l'air d'avoir fonctionné beaucoup. 49 000 vues ici. Contre-offensive ukrainienne, quelle stratégie? Donc, il nous en parle souvent là, de sa correspondante en Ukraine. Ouais. Comment ça pogne beaucoup sur les médias de leur côté. On est rendu à 21 000 abonnés quand même. Frédéric Tétu aussi. Le progressisme se retourne contre les pauses. A levé cette grande entrevue-là de leur part. Donc, quand même une bonne semaine du côté de Libre Média. Ouais, j'ai bien aimé aussi le reportage qu'ils ont fait sur le congrès du Parti conservateur du Canada qui était à Québec. Oui. Ça a été bon. C'est sûr que j'ai aimé comment Jérôme a géré ça. Ça a permis de faire sortir un peu la langue de bois. Là. J'ai écouté le bout de l'entrevue avec Gérard Deltel, puis l'autre avec je sais pas trop qui. C'était comme, bon, ça paraît qu'il y a il y a une petite cassette qui a été intériorisée dans le processus. Mais disons que c'est assez intéressant d'avoir vu ça. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe du côté de Jérôme qui est carrément disparu. Il va sûrement réapparaître en cours de route. Mais écoute, peut-être juste mentionner aux gens que on a commencé un peu ce podcast-là, le sujet dont on voulait parler, on l'a commencé dans la partie Patreon parce qu'on écoutait avec les auditeurs le débat qu'a eu Jean-François Lisée avec Madame Annie Pullen sans façon. C'est bien ça son nom. Ouais, Annie Pullen sans façon. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le prononcer, mais elle a eu un débat avec Lisée à Radio-Canada, avec Patrice Roy. Très bien. Et ils ont parlé de est-ce qu'il fallait, oui ou non, enseigner la théorie du genre et ces trucs-là à l'école. C'est quand même assez spectaculaire que se pose cette question-là, sachant le fait que c'est pas une théorie. Tu sais, personne ne le rappelle jamais, mais c'est pas une théorie scientifique, ce truc-là. C'est une théorie militante. Tu sais, l'idée qu'il existe 150 genres, puis de la fluidité, puis toute la patente, c'est pas basé sur des trucs biologiques. Là. C'est pas de la science au sens. Pourquoi je le dis, c'est important d'y revenir à ça, c'est que la majorité des gens. Ah, et Jérôme vient de réapparaître. Aïe, aïe. Mon Internet était Technologique. meilleur à Mexico. Non, c'est ça, écoute. Parlez-moi-en pas. C'est Mon incroyable. Internet était meilleur dans un pays du tiers-monde qu'au Québec. Mais sérieusement, t'es pas le premier qui nous dit quelque chose comme ça. C'est-tu vrai? C'est-tu un mythe, cette affaire-là, ou c'est Mais une non, moi, réalité? à Mexico, j'ai la 5G à côté. Ici, c'est vraiment très, très bancal. Là. Je ne vous dirai pas le nom de ma compagnie, là, mais enfin, il va falloir que je passe un téléphone tantôt là, parce que j'en peux plus. Là. Ouais. Ouais, puis je t'annonce tout de suite qu'au téléphone, ils vont t'expliquer que c'est toi le problème. As-tu changé le routeur de pièces? C'est quoi que tu as fait? À quel navigateur utilisez-vous? J'en ai rien à foutre de mon navigateur. Donnez-moi un Internet qui fonctionne. Là. Il y a le prix Mais aussi. Très cher. Tout ce qui est, vous savez, là, téléphonie mobile, on paye beaucoup trop cher pour ce que c'est. Là.
Ah, ça, Exact. c'est clair. Deuxième au Mexique, c'est une affaire de 15$ par mois, données illimitées sur mon téléphone. Attends un peu, t'es-tu sérieux? Là? Ben oui, tu vas au dépanneur, tu payes 200 pesos, 14$, données illimitées tout le mois, tu te poses pas la question. Non, mais c'est tout. Non, Puis c'est considéré comme un forfait, tu sais, presque oh, c'est de un luxe. forfait de luxe, là, tu sais. Oh, Là, oui. et 14$ par mois, là, tu sais, bon, quand même. Mhm. Ben, écoute, Jérôme, l'actualité de Libre Média, c'est ça que je disais pendant que tu as comme momentanément disparu. J'ai bien aimé le reportage que vous avez fait au congrès du Parti conservateur du C'est Canada vrai. qui s'est tenu à Québec. Tu t'es entretenu avec l'ancien militaire dont j'oublie le nom, là, c'était assez intéressant. Tu as eu aussi Gérard Deltel. Bon, tu as jasé avec plein de gens qui étaient là. Ça a donné. Comment tu as senti ça sur le terrain? Est-ce qu'il y a que. Parce qu'on l'a vu, on en a parlé, moi et Joey, hier, qui est en remplacement de Yann, mais on se disait, moi et Yann, on se disait, bon, le Canada semble avoir choisi qui allait remplacer Justin Trudeau. En tout cas, en ce moment, on sent que l'électorat se déplace de plus en plus vers Poilievre et les conservateurs, mais Yann et moi, on se disait tout le temps, bon, encore le Québec qui fait bande à part, stické sur les libéraux. Finalement, les libéraux, la seule place où ils performent bien, c'est encore au Québec. Mais là, il y a un sondage qui est sorti hier nous disant que les conservateurs sont en montée, même au Québec, maintenant, avec une hausse de 5%. On sent que le Québec, c'est toujours plus long à suivre, mais on a tendance à embarquer quand même dans la parade à un moment donné, même si on est en retard. Est-ce que tu as senti, moi en tout cas, j'ai pas senti autant d'engouement pour un événement d'un Parti conservateur fédéral depuis. Ben, en fait, je ne me souviens pas de ça. Harper au Québec, ça a toujours été quand même assez difficile, à part dans la région de Québec. Mais là, on sent que Poilievre, son discours sur l'inflation, le coût de la vie, tout ça, ça rejoint là, monsieur, madame, tout le monde qui a de la misère à payer son épicerie. Oui, ben écoute, pour être franc, c'est la première fois que j'ai assisté à un congrès du Parti conservateur du Canada. Donc, je ne peux pas vraiment comparer avec les précédents. Chose certaine, ça m'apparaît évident que Poilievre a plus de charisme que ses prédécesseurs. Andrew Scheer et compagnie, O'Toole, bon, qui avait là un peu des têtes carrées assez pognées. C'est toujours un peu le problème des conservateurs fédéraux. Tant qu'à moi, ces gars-là ont l'air des têtes de fromage. Le problème des conservateurs fédéraux, c'est qu'ils s'habillent beaucoup moins bien que les libéraux. Ça, il faut leur donner. Les libéraux s'habillent mieux. Puis honnêtement, c'est beaucoup pour l'image. Donc, voyons. Fait que Poilievre avec son. Le relooking, je l'avais juste en anglais. Le relooking de Poilievre, bon. Avec ses gros biceps, ses lunettes fumées, les cheveux avec du gel, puis sa femme aussi qui est quand même. C'est son principal atout, sa femme. Sa femme qui a recommencé, qui est revenue, qui était la première présente à faire un discours avant lui, comme il avait procédé durant son discours de victoire à la chefferie. Peut-être qu'il en abuse un peu, là, c'est-à-dire que, bon, est-ce que sa femme va commencer ses discours systématiquement? Peut-être c'est un peu fort, mais quand même, il va vraiment jouer la carte de la première dame, là, ça c'est sûr. Ça, c'est un peu nouveau au Canada, je pense. Là, Stéphane Harper n'a jamais mis de l'avant sa femme comme Poilievre va le faire, on s'entend. Trudeau l'avait fait un peu quand même en 2015. Mais chez les conservateurs, je pense que c'est un peu plus récent. Éric Duhem ne pourrait pas jouer cette carte-là, disons, de la première dame. Donc, ça serait pas. Ouais, ça va être plus difficile dans son cas. Surtout que je pense que. l'intérêt. Non, c'est ça. Quand tu connais le conjoint d'Éric Duhem, ça n'arrivera juste pas. Il veut rien savoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Rien savoir de la politique. Comment ton expérience sur le terrain, moi j'ai trouvé ça très bon, là, honnêtement. Il n'y a pas eu vraiment d'autres reportages. Il y a eu des médias qui nous ont, en gros, ils ont fait des articles pour nous dire hey, ça va être dangereux, ils vont parler d'avortement ou je sais pas quoi. Finalement, un truc que tu as complètement débunké dans ta vidéo. Tu en parlais avec les gens que tu interviewais. Ouais, selon les médias, ça a l'air que vous allez parler d'avortement toute la journée. Puis finalement, les gens disaient c'est théorie du genre. Là. On ne sent pas qu'on est parmi des fanatiques. Religieux ni quoi que ce soit. Là. C'est des gens qui, comme nous, comme vous, qui ont le droit de se réunir. Non, mais on sent un engouement pour... Pardon, ouais. Les médias, comment ils est traité chez les conservateurs, à mon avis, ils sont bien traités, mais je veux dire, par rapport aux autres journalistes, je veux dire, tu parcours les corridors un peu avec eux, ils voient que tu as une caméra, ils voient que tu fais le même travail qu'eux éventuellement. Est-ce qu'on te regarde un peu de haut? Est-ce qu'on dit c'est qui lui?
Ben, pour le Parti conservateur, on était traité de la même manière que les grands médias, que Radio-Canada. Donc, on avait le même espace que les autres journalistes, même qu'on a eu une plateforme pour filmer en arrière de la salle, qui est une plateforme surélevée. Donc, on a été très bien traités, en fait, par les conservateurs, aussi bien que les autres. Par contre, c'est vrai qu'on sent peut-être chez d'autres journalistes une certaine appréhension, certains regards, c'est-à-dire, OK, bon, eux, ils ne sont pas exactement, ils font pas exactement partie de la gang. Là. On sent que, oh, là, Blanchet-Gravel est là. Bon, lui, c'est un jeune réactionnaire, etc. Oui, c'est ça. Ils flairaient l'extrême droite, eux autres, là. C'est ça qui arrive. Là. Ben, c'est sûr qu'en plus après, bon, t'es avec Alexa de Rebel News, donc forcément, bon, ça, c'est les deux médias. On collabore un petit peu là, avec Rebel News là, pour certaines affaires, là, disons techniques. Là. Bon, je ne dévoile pas trop de détails, mais disons que Alexa, c'est une amie, là, on peut dire. Donc, c'est sûr que le fait d'être Libre Média, Alexa, La Voix, le Rebel News, les deux ensemble, à la table des journalistes, ça fait, bon, eux, c'est les méchants parmi. Mais c'est très amusant, tu sais, parce que dans le fond. Mais quand même, on ne peut pas dire du mal non plus de nos collègues. C'est-à-dire un traitement quand même assez. Tout ça se fait dans le respect. On reste des collègues malgré tout. Mais probablement qu'ils sentent, les grands médias, qu'ils perdent du terrain par rapport à des gens comme nous, parce qu'on le voit dans le traitement. C'est-à-dire, tu arrives, tu es traité comme Radio-Canada. C'est-à-dire, vous avez 1 milliard de budget. Nous, on a 500 000, mettons, par année, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas de différence de traitement. Donc, forcément, ils sentent que, OK, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent et donc, ça se transforme. Le milieu des médias est en pleine transformation. Ben écoute, c'est drôle, ça va faire la transition avec le sujet dont je voulais te parler. C'est que dans la partie Patreon, on a jasé du débat qu'a eu Jean-François Lisée avec une dame là, qui s'appelle, je ne suis jamais capable de prononcer son nom, Annie Poulaine sans façon. Donc, elle qui est supposément une experte universitaire là, en théorie du genre et tout ça. Donc, ils ont eu un débat ensemble. Pourquoi je fais la transition entre les deux? C'est que, tu sais, tu parles d'une société d'État qui a un budget d'1 milliard, tout ça, et on regardait le débat, on se disait comment une société d'État qui est supposée d'être professionnelle peut avoir 2 intervenants, ils n'ont même pas de micro, l'image est mal cadrée. Tu sais, je veux dire, c'est moins professionnel ce qu'ils faisaient que la discussion qu'on a en ce moment, alors que tu sais, Yann est chez lui, moi je suis chez moi, toi t'es chez toi. On n'est pas dans une chaîne de télé sur une société d'État. Normalement, ça devrait être beaucoup plus boboche, beaucoup plus. Il pourrait là, ton avoir lit n'était pas fait au début du podcast. Ben, c'est ça, il y avait un coussin qui traînait, mais tu sais, je veux dire, il y avait Jean-François Lisée, pas de micro. L'autre madame, on n'entendait pas tout le temps bien ce qu'elle disait. Donc, c'est quand même drôle de voir. C'est comme si même les médias avec un milliard de budget par année, des recherchistes, tout ça, sont même pas capables d'arriver à un niveau technique décent. Là. Je trouve ça quand même assez. Ça montre un peu, ils se plaignent de plein de choses, mais ils sont un peu responsables de leur manque de crédibilité d'une certaine manière. Quand tu te fais damer le pion par des médias émergents sur Internet qui naviguent à 1 employé ou 2 employés, c'est pas normal. Là. Normalement, ces gens-là devraient nous écraser d'un point de vue technique et visuel, puis ils sont pas capables de le faire. Là. Mais pour revenir à ce sujet-là, c'est sûr, parce que je sais que tu en as parlé dans ta chronique avec Dominique Moret, mais là, le Québec veut se doter d'un espèce de comité de sages pour savoir est-ce qu'on devrait enseigner la théorie du genre à l'école. Et là, c'est un peu ce que je disais avec Yann, il y a une espèce de stratégie chez la part des gens qui promeuvent ces trucs-là qui consiste à dire arrêtez, et ça a été le premier propos de cette dame-là dans son débat avec Jean-François Lisée, arrêtez de parler de ce que vous parlez, ça n'existe pas. Donc, eux sont dans la négation. Ça n'existe pas, mais bon, on finance des chaires de recherche sur la question. Non, c'est ça. Il n'y a pas de théorie du genre, il n'y a pas d'activisme de ce côté-là. Par contre, moi, j'ai un doctorat en travail social et je suis sur une chaire sur les enfants transgenres, mais ça n'existe pas. Faut penser. C'est quand même assez particulier comme technique. Et on l'a vu, les gens qui n'ont pas vu le débat, vous pouvez retourner le voir sur Radio-Canada. Mais tu sais, on a Jean-François Lisée, tu sais, que je veux dire, on ne peut pas accuser d'être d'extrême droite. Là. Le gars, je veux dire, c'est un social-démocrate qui écrit un livre qui s'appelle Comment mettre la droite KO en 15 arguments, mais il est rendu qu'il fait office de candidat réactionnaire
dans un oui. débat où finalement on l'a écouté avec les membres sur Patreon, où il passe son temps à s'excuser, ben, pas à s'excuser, mais à dire ouais, mais je suis d'accord, il faut accepter tout le monde, puis c'est important, puis s'il y a des jeunes gays ou bi qui vivent des difficultés, il faut les écouter. Et même en faisant toute cette contrition-là, il est quand même présenté dans le rôle du méchant. Je voyais les gens sur Twitter qui Les réagissaient à ça. contre. Là, il y a un vieux réactionnaire que face à une experte. Tout ça. Une Mais toi, experte. ouais, toi, Experte en quoi? je sais que ça te fait réagir, ce truc-là, sur les experts. Hein. Ben, c'est parce que j'ai vu aussi l'Université de l'Intérieur. Je sais c'est quoi, comment ça fonctionne, l'université. Donc, c'est des experts. C'est des experts en lichage de cul, vous comprenez. À l'université, on fait de moins en moins de docteurs en sciences politiques et de plus en plus de docteurs en conformisme, des docteurs en lichage de cul. Je veux dire, on en a de plus en plus. Le financement de la recherche au Canada, c'est de plus en plus idéologique. Donc, c'est des gens qui ont passé, disons, une bonne partie de leur parcours universitaire à se soumettre aux idées dominantes et qui ont trouvé le bon filon pour obtenir de la recherche, pour obtenir un poste. Tu sais, donc, à l'université, comment ça fonctionne? C'est pas votre passion qui vous mène à enseigner le domaine pour lequel vous avez un grand amour. C'est-à-dire, il faut vous faufiler, choisir les thèmes qui sont les plus porteurs, entre guillemets, mais les thèmes qui sont en fait supportés par le nouvel ordre politique. Acceptable. C'est ça. Donc, il faut avoir un angle très, très politiquement correct, un angle à la mode sur les sujets à la mode. Donc, c'est sûr que là, il y a quelques années, les trans a émergé. Les départements d'études féministes ont été reconvertis en départements d'études du genre. Déjà, avoir des départements d'études féministes, c'était déjà un peu n'importe quoi. Parce que, bon, le féminisme, c'est une idéologie, c'est pas un domaine d'études. Non, c'est normalement une discipline universitaire, ça étudie des phénomènes. Ça étudie pas des idéologies. Ben, ça peut étudier des idéologies si c'est fait comme ça. Par exemple, si vous étudiez en sciences des religions, par exemple, évidemment, vous étudiez des doctrines et des religions. Est-ce qu'on a des profs d'économie ou on a des profs de libéralisme? Mais c'est comme si on avait des départements d'études libérales, des départements d'études libertariennes ou communistes, des départements d'études féministes. Enfin, les femmes peuvent être un objet d'étude, mais le féminisme, ça reste une idéologie. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, ces experts qui se présentent, ben, c'est ça, comme des experts, des grands savants, sont plutôt des militants. Ce sont des militants subventionnés pour promouvoir leur idéologie qui est celle, que ce soit le transgenrisme, le multiculturalisme, etc. Donc, ça a commencé aussi beaucoup avec le multiculturalisme il y a quelques années, mais c'est encore le cas. Quand tu dis subventionné, Jérôme, c'est pas un organisme sans but lucratif où est-ce qu'on reçoit une subvention pour avoir des petits bureaux puis essayer de faire de la propagande, distribuer des tracts. Là. On parle de professeurs, souvent avec le gros titre. Donc, ça vient avec un salaire, ça vient avec un fonds de pension, ça vient avec une sécurité d'emploi et ça vient avec une notoriété. Tu peux te présenter dans les médias et dire « Je suis expert dans mon domaine » et personne ne peut t'obstiner là-dessus. Alors qu'à la base, c'est une bullshit job. Puis ce qui est spectaculaire là-dedans, c'est l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que les gens qui ont regardé ce débat-là, qui embarquent dans l'air du temps, qu'est-ce qu'ils disent? Pour eux, cette dame-là, c'était la dame neutre, experte, donc qui est dépositaire d'un savoir et qui a un bagage intellectuel. Et l'autre, c'est le vieux réactionnaire idéologue qui est là pour rabâcher les préjugés du temps, homophobe, transphobe, etc. Alors qu'on l'a écouté le débat. Tout ce que fait Lisée, c'est dire, ben écoutez, vous me dites que ça n'existe pas, j'ai pris le document, j'ai regardé, c'est écrit dedans. Vous dites que vous ne parlez pas de ça, j'ai regardé le programme du ministère de l'Éducation dans lequel vous avez collaboré, c'est écrit noir sur blanc, telle affaire et telle affaire. Et quand tu dis souscrire à tous les trucs du temps, là, j'ai sorti 3 études, 3 papiers qu'a écrit la dame. Écoutez, c'est tout à fait savoureux. Ce sont des opportunistes entre eux. Vas-y, Frank, parce que... Ce qui est écrit là-dedans, regardez, vous allez... C'est incroyable.
Écoute, là, ça, c'est l'abstract de son article. Le titre, Travail social et néolibéralisme macroéconomique au-delà de la rhétorique et de la justice sociale. Alors, écoutez, cet article propose une discussion sur l'impact des politiques néolibérales macroéconomiques dans le domaine de la protection sociale et explore les implications pour la pratique du travail social. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est le moins pire en passant. Hein. J'en ai un autre ici, je ne vous les partagerai pas tous à l'écran, là, mais j'en ai un autre ici qui s'appelle Au-delà des apparences, analyse intersectionnelle de vécu de jeunes trans migrants et racisés. Des gens qui cochent beaucoup de cases. Ça, les migrants trans, là, les migrants en passant ont très bien compris. D'abord, ils n'en ont rien à foutre des questions de genre pour 99% d'entre eux. Les migrants cherchent seulement à avoir un meilleur avenir économique. Et ont compris qu'en brandissant des drapeaux arc-en-ciel, peut-être qu'ils pouvaient attirer l'attention de Justin Trudeau, Joe Biden. Les migrants, à quel point, vous imaginez, ils n'en ont rien à foutre des questions de genre, mais... Bon, oui, la personne vient du Honduras. Si on parle de migration sexuelle, comment des migrants, comment on les appelle, des réfugiés sexuels, ou c'est ça? Tu penses que ça accélère des processus d'immigration de leur côté? Peut-être, mais je pense qu'ils n'ont rien à perdre. Donc, ils se disent, si je me présente comme trans, est-ce que je vais pouvoir être accepté au Canada? Puis, une fois que j'arrive au Canada, je retourne écouter du reggaeton, puis avec des filles, avec des gros seins, tout ça. Non, mais sans joke, c'est un peu comme le phénomène des conversions en prison. Là. Il y a beaucoup de conversions religieuses en prison. Et la raison est simple, c'est qu'un coup que tu fais une conversion religieuse en prison, tu as le droit à certains accommodements, dont des menus spéciaux. Avec, Frank, les changements de genre en prison te font carrément changer de type de pénitencier. On avait vu ça il y a un an à peu près, l'augmentation des femmes enceintes du côté des prisonnières dans les prisons aux États-Unis puis au Canada. C'était assez spectaculaire. Là. Et tu sais ce que je t'ai dit hier, là, Yann, puis ça fait plusieurs fois que je le répète, mais je vais le dire pendant que Jérôme est là. Ces gens-là fonctionnent toujours de la même manière. Ces experts-là fonctionnent toujours de la même manière. Ils ont un message exotérique. Là. Ça veut dire quand ils vont en public, ils disent certains trucs, ils sont très modérés, ils font attention à ce qu'ils disent, tout ça. Et il y a un enseignement ésotérique. Ça, c'est entre eux, dans le sérail universitaire, qu'est-ce qu'ils racontent. Parce qu'officiellement, cette dame-là, elle s'est présentée comme comme une experte universitaire, qui a fait beaucoup d'études là-dedans, qui est très neutre, ça, face à un monsieur qui incarne la réaction et l'homophobie hétéronormative. Mais quand tu vas voir ce qu'elle écrit comme tel, et je vous en présente un autre à l'écran, elle est ouvertement revendiquée comme une militante. Regardez ce qui est écrit à l'écran. Se battre pour les enfants trans, l'activisme des parents universitaires du 21e siècle. Attends, c'est-tu une étude révisée par les pairs? J'en ai aucune idée. On dit c'est étude. Oui, sans doute. Mais encore là, les pairs, quand t'es pairs, c'est une bande de lâches qui sont là pour avoir un poste, qui ont ciblé le bon domaine pour avoir un poste, qui sont une bande d'opportunistes qui n'osent pas se prononcer en fait qui se prononcent, mais toujours du bon bord. Mais on ne les entend pas beaucoup, les universitaires en général, en fait. Donc, les pairs, qu'est-ce que ça veut dire? La révision par les pairs universités nourrit vraiment le conformisme et la médiocrité. Parce que regardez les dates, les gars. Regardez les dates. Ça fait longtemps qu'elle est là-dedans, 2015. Et même Alain Deneau, qui est un universitaire lui-même, critique la révision par les pairs dans un de ses livres qui, je pense, La médiocratie, parce que ça mène à un système où finalement c'est ça, ça nourrit le conformisme parce que les pairs, dans ces pseudo-sciences-là. Ils pensent tous pareil à l'université. Ils ont été sélectionnés en fonction de critères qui sont idéologiques. Donc, si vous avez 99% de la communauté universitaire qui est favorable au transgenrisme, on peut s'attendre à ce qu'on publie des études favorables au transgenrisme. Même chose pour le multiculturalisme, même chose pour le décolonialisme. Écoutez la description de cet article-là. Attends un peu, Frank, attends un peu. Là, je veux comprendre de quoi. On parle souvent à Vincent, il nous explique le milieu universitaire, comment ça marche, comment c'est rigoureux. En économie, vous comprendrez. Comment c'est important, les citations, justement, quand tu publies un article, éventuellement te faire citer, c'est quelque chose qui est important. Il y a des scores par rapport à ça, c'est mesuré. Comment est-ce qu'un article comme ça, qui est clairement un texte d'opinion, c'est pas une étude, cette affaire-là, se battre pour les trans, je veux dire, c'est de l'activisme.
a été cité 23 fois. Pourquoi c'est cité 23 fois, cette affaire-là? C'est un texte d'opinion. Crime, quand tu écris dans la presse, tu ne te fais pas citer dans des recherches universitaires. Là. Mais c'est un texte qui aurait dû être publié dans la presse. Ça n'aurait pas dû être publié Je pense que ça dans doit être un texte de 25 pages, là, par exemple. Oui, mais on comprend un peu l'idée. Moi, c'est pas une étude, cette affaire-là. C'est un pamphlet. Là. Non, mais écoutez, là, les gens qui nous écoutent, là, vous ne croirez pas à ça, la quantité de buzzwords et de patentes à la mode qui ont été intériorisées dans cet article-là. Je vous lis la description parce que c'est en 2015. Mais c'est presque une parodie. Si j'avais à écrire une parodie, j'aurais écrit à peu près ce genre de truc-là. Dans cet article, nous explorons certaines des dimensions affectives et éthiques auxquelles nous avons été confrontés en tant que parents universitaires militants, cherchant à comprendre et à défaire une partie de la transphobie structurelle qui existe actuellement dans la société canadienne, informés par la pensée féministe critique, la pensée critique raciale et féministe noire, l'érudition trans, la théorie queer, l'analyse anti-oppression, nous discutons de la manière dont notre activisme universitaire assume des configurations complexes de privilèges et de vulnérabilité. Non, mais c'est presque de la poésie, en fait. Là. Non, mais vous comprenez que cette femme-là doit gagner 140 000 par année pour faire de l'activisme trans et qui serait confrontée à des situations épouvantables dans sa vie. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Là. Ces gens-là sont des ultra privilégiés. Elle enseigne où, elle, à l'Université de Montréal? Attends un peu, je vais te dire ça. C'est-tu à Sherbrooke ou... Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la date, c'est 2015. Puis pourquoi je dis ça, c'est que le débat qui L'Université de Montréal. Le débat maintenant qui touche le grand public, disons que ça fait peut-être quoi, 2-3 ans au Québec qu'on parle de ces sujets-là, vraiment. On n'en parlait pas tant que ça avant. Mais je veux dire, la table était mise en 2015 pour ce genre de patente-là. Là. Mais c'est toujours ça, les universités, c'est ça que Jérôme dit, c'est que ce sont des incubateurs. Ben c'est ça, c'est ce que les auditeurs comprennent mal, en général. C'est ça, c'est que vraiment, ça part d'en haut. Toutes ces théories-là sont élaborées dans des universités super financées par les gouvernements. Ben, dans le cas du Canada, du Québec, aux États-Unis, c'est des universités privées. Mais donc, ça part en d'en haut. Les chaires de recherche, vous comprenez, ont un caractère ultra officiel. Donc, c'est vraiment le gouvernement fédéral via le CRSH, les organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux. Donc, on crée en fait, via le gouvernement le domaine de pensée en tant que tel. Après ça, on forme des gens dans les universités qui vont ensuite, en sortant de là, répandre la bonne nouvelle auprès de la population, donc avec leur titre d'experts qui auront acquis à l'université. C'est vraiment pyramidal comment ça fonctionne. Ça part vraiment des universités. Puis, regarde, tu vois, 2015, le temps que ça se diffuse dans la société, on comprend. La majorité des citations de l'article proviennent de 2020 puis 2022 de son côté. Fait que, tu vois, même l'article qui a été écrit très longtemps d'avance finit par avoir une traction parce qu'ils ont, peu comme tu dis, à force d'avoir des étudiants qui sortent de ces champs d'études-là, ces étudiants-là finissent par avoir des rôles comme attachés politiques auprès des partis politiques, finissent par travailler dans des organismes communautaires qui têtent des subventions à l'État. Puis l'État qui est toujours prêt à aller financer la nouvelle bébelle du jour pour avoir une photo avec son politicien, par exemple. C'est vraiment une élite, entre guillemets, parce que c'est pas une véritable élite, parce que elle n'est pas autonome de penser. Puis souvent, ça reste des individus assez médiocres. Écoute, mais c'est des gens qui sont formés, qui ont accès à un savoir, entre guillemets, qui n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est ça, qui, grâce à leur titre, en fond, ce sont les membres d'un clergé. Là, ça fonctionne exactement comme l'Église. Là. On forme des prêtres. Après ça, les prêtres sortent du... pas du Vatican, là, mais sortent, disons, de leur formation, que ce soit, peu importe, du séminaire, peu importe. Et s'en vont répandre la bonne nouvelle auprès des fidèles à convertir. Là. C'est la même chose que ça fonctionne exactement comme l'Église catholique. Écoutez, je vais parler de mon exemple personnel. Je vais vous expliquer. Quand moi, en 2012, je pense que je t'en avais raconté un bout dans l'entrevue que je t'avais donnée, qu'on avait faite à Libre Média, Jérôme. Quand, en 2012, je finis mon bac à l'Université Laval, je commence à fouiller un peu sur des sujets qui m'intéressent et je vois qu'il y a des groupes activistes, écologistes en France qui commencent à parler de ce truc-là, la décroissance. Là,
Je fouille un peu. Au Québec, il y avait 4 personnes qui avaient parlé de ça dans des recherches universitaires. 4. Une fille à l'Université de Sherbrooke, 2 gars à Montréal au HEC, puis il y avait une autre personne, je pense, à l'UQAM ou peut-être à McGill, quelque chose, qui avait même utilisé le mot. Quand je parlais de ça aux gens autour de moi, ils me demandaient de leur dire ce que c'est. Ils n'avaient jamais entendu ce mot-là. Décroissance, c'est quoi ça? Ça, c'est en 2012. Moi, je commence à faire mon mémoire qui, finalement, je le finis 2016-2017. Encore à ce moment-là, personne ne sait c'est quoi. C'est pas un mot qui est utilisé. On ne parle jamais de ça nulle part. Entre-temps, il y a d'autres gens qui ont publié. Mais depuis 2-3 ans, vous pouvez voir ce mot-là chaque semaine et je dirais presque chaque jour dans des articles de journaux, dans la presse, dans le Devoir, tout ça. Donc, l'université agit comme incubateur à ce type, à des idées marginales qui n'existent pas dans la population. Et qui sont marginales, mais qui sont systémiques. Tu sais, c'est-à-dire, ils nous parlent de racisme systémique, de transphobie systémique ou structurelle, c'est un équivalent. Mais il n'y a rien de plus systémique que le progressisme d'État. Vous comprenez? Tu sais, le système fait la promotion explicitement du transgenrisme. Donc, y a-t-il quelque chose de... C'est-tu la transphobie qui est systémique ou c'est le transgenrisme qui est financé à coût de millions par année au Canada? Évidemment que c'est le transgenrisme qui est systémique, c'est le multiculturalisme qui est systémique, c'est pas le racisme, le multiculturalisme qui est intégré à la Constitution du Canada. Faites-moi pas croire que le racisme est systémique au Canada si le multiculturalisme est intégré à la Constitution canadienne, qui est une loi et qui est financée à coups de millions par année. Je veux dire, il faut quand même avoir, de manière... il faut être capable d'adhérer à la réalité. C'est ce qui est arrivé aussi au changement climatique, soyons honnêtes. C'est juste qu'on est à une époque différente, mais les changements climatiques, la naissance de l'industrie provient des universités, carrément. Parce que pourquoi je dis industrie, c'est qu'à cette heure, les gens qui naviguent dans la recherche du climat, si on veut, il y a des milliards de dollars maintenant d'investis là-dedans, dans le militantisme climatique. Là. Oui, puis ça a donné naissance à plein de bullshit. Ça a donné naissance à plein de bullshit domaines, l'écoféminisme et on parlait hier, moi puis Joey, de gars à l'UQAM qui fait un doctorat en éco-émotion. Donc, lui, c'est sa psychologie, c'est sa spécialité, c'est en psychologie. Et là, il étudie les gens qui ont des problèmes mentaux liés à des problèmes d'anxiété. L'éco-anxiété. L'éco-anxiété, mais c'est plus large que ça. Il appelle ça l'éco-émotion. Là-dedans, tu as l'éco-colère, tu as l'éco... Là, tu es comme, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est le système qui se nourrit lui-même? Là? On invente des trucs, on répand ça un peu partout. Après, ça crée des problèmes X, Y, Z. On invente une discipline pour parler de ce truc. C'est comme tu dis, c'est une espèce de... Et tous ces gens-là sont dans la négation du fait que ces choses-là existent. Quand tu écoutes parler cette dame-là, elle nous dit le Canada, s'il y a une place où c'est l'homophobie, la transphobie structurelle, tout ça. Et là, tu dis, ben écoutez, on en avait parlé dans le podcast ici, le gouvernement canadien est rendu au stade de fournir à ses employés jusqu'à 75 000 $ de support financier pour des transitions de genre. Ça, c'est pas une théorie du complot, c'est écrisé. C'est qui le système? C'est qui le système? C'est comme quand Gabriel Nadeau-Dubois pense qu'il fait la révolution. Écoute, Gabriel, je veux dire, t'es le gars le plus conformiste au Québec. T'as absolument rien de révolutionnaire, le mec. Là. Je veux dire, mais ces gars-là le croient. GND pense qu'il est un révolutionnaire. Tu es le système. C'est toi le système, mec. Je suis bien plus révolutionnaire que toi, 1000 fois plus subversif que toi. Mais il le croit. Il pense qu'il s'oppose au système. Non, mais on hallucine complètement. Là. Mais c'est la même chose pour ces profs d'université. Ils sont convaincus dans une tour de verre à Ottawa, dans le pavillon des sciences sociales que j'ai connu. Écoute, c'est comme rentrer dans un hôtel 5 étoiles là-bas à Ottawa, pavillon des sciences sociales. Eux, ils sont là, des jeunes le matin, convaincus qu'ils préparent la révolution dans le pavillon des Marais à Ottawa. C'est complètement surréaliste. Là. Il y a une prof à Ottawa qui enlevait ses bottes et qui posait les pieds sur la table. Parce que tu es à l'Université d'Ottawa. Tu penses ici que tu représentes un quelconque, tu fais la guérilla. Tu es avec Fidel Castro dans la Sierras de Cuba. Man, de quoi tu parles, là, sérieux? Là? Tu es à Ottawa, toi, là. Tu représentes le système à un degré inimaginable et tu nous fais croire que tes compagnons de route,
c'est Che Guevara et compagnie. Non, mais c'est complètement surréaliste. Ces gens-là Non, mais sont ces gens-là. complètement déconnectés. Là. Si Ben vous oui, voulez faire mais la révolution, vous pouvez aussi. Il en reste des guerrieros dans les montagnes de Colombie. Là. Vous pouvez y aller. Vous allez voir c'est quoi la révolution. Puis je peux dire que les guerrieros de Colombie n'en ont absolument rien à foutre de vos conneries de transphobie. Ils n'en ont absolument rien à foutre. Il y a des problèmes beaucoup plus importants que ça. Là. Parlant de problème, Joey m'a envoyé de quoi, puis je voulais vous le partager, parce que je trouve ça quand même assez important. C'est un journaliste, Mathieu Boivin, il passe en avant de la Boucherie Généreuse à Québec, qui est une banque alimentaire, si on veut. Il crée une file d'attente quand même assez important. Laisse regarder la vidéo rapidement. Ouais. Difficultés financières présentement, d'inflation, puis ces sujets-là. Là. OK, ça, c'est une banque alimentaire, puis on vient de voir quoi, peut-être une centaine de personnes qui font la file en avant du. Oh, oui, plus que ça. Là. Comme ça, mettons qu'on estime rapidement, c'est large comment, cette file-là? Il y a. Ouais, il y a 4-5 personnes de large, puis ça il y a 7 personnes de large, puis. Ouais, peut-être. Ouais. On voit qu'il y a un certain nombre de personnes. Il y a 200 à 300 personnes là-dedans. Là. Un certain nombre peut-être de réfugiés également. J'ai vu que même à Québec, dans Haute-Ville, il y a quand même encore beaucoup de réfugiés. En ce C'est le matin. J'en ai rencontré. Ça m'étonne quand même. Là. On est en train quand même aussi de subir les impacts de la crise migratoire, même au Canada, même à Québec. Mais c'est incroyable, pareil, parce que quand tu y réfléchis comme il faut, s'il existe une telle chose qu'un privilège blanc, moi, je pense pas que ça existe, mais mettons qu'on admet que ça existe. S'il y a une parfaite incarnation de ce truc-là, c'est toujours bien qu'il y ait des experts et expertes universitaires payés 100 quelques mille par année pour parler du sexe des anges, pendant que des gens font la file, pendant que des gens issus de l'immigration font la file devant des banques alimentaires pour se faire donner des denrées, des bines en canne et du jambon en boîte. C'est que ces gens-là pensent qu'ils sont des révolutionnaires qui vont mettre à bas le système et ils dénoncent plein de trucs qui, en fait, les seuls gens qui incarnent ça, c'est eux. C'est comme hier, on parlait, moi et Joey, de la semaine de la rage climatique là, à l'UQAM. Et là, tu regardes leur site Internet, ils parlent qu'ils luttent contre la bourgeoisie. Mais la bourgeoisie, c'est vous. Là. Je veux dire, des fils de médecins puis de tout ça qui sont à l'UQAM en sciences molles. Je veux dire, vous êtes le système. Là. Vous êtes la bourgeoisie québécoise. Là. Je veux dire, vous n'avez jamais travaillé probablement de votre vie, etc. Je ne sais pas de quoi ils parlent, ces gens-là. Mais en fait, ils sont ce qu'ils prétendent dénoncer. C'est complètement déconnecté de la réalité. Là. Ah oui, c'est complètement. C'est une déconnexion complète. Puis on le voit, là, c'est ça la question trans. Dans le monde, il reste beaucoup, beaucoup de pauvreté et les pauvres n'ont absolument pas le luxe de se préoccuper de leur identité de genre. C'est pas une question vraiment. On remarque qu'ils ont quand même réussi, la gauche occidentale a quand même réussi à importer la question en Amérique latine notamment. Mais le peuple n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Là. Je veux dire, quand il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu vendes des muffins dans la rue, puis si tu n'en vends pas 40 aujourd'hui, il y a des chances que tu ne manges pas en fin de semaine. Tu n'en as absolument rien à foutre. Là. Le luxe de s'identifier à quelque chose, il faut les entendre, ces gens-là. Il y en a une autre, là, celle qui déteste les Blancs, qui est passée. Oui, qui a dit qu'elle a découvert qu'elle n'était pas noire en se regardant dans son reflet dans le miroir. Donc, tu vois, mais quel genre de personne a le luxe de philosopher toute la journée pour se demander à quoi je m'identifie, quelles sont mes identifications multiples, etc. Tu dis vraiment, là, vous, avez trop de temps là, dans votre journée. Là. On se fait bullshiter aussi, les boys. Pensez-y. Là. La fille, elle nous dit qu'elle découvre à 11 ans qu'elle n'était pas noire parce qu'elle s'est vue dans un miroir ou peu importe. Hey, je m'excuse. La couleur de la peau, là. Donc, tu prends ton bras, là, puis tu l'avances comme ça. Là. Il est dans ton champ de vision. Tu n'as pas besoin d'un miroir pour voir la couleur de ton bras. Là. On laisse ces gens-là nous bullshiter à télé d'État le dimanche soir avec des histoires romancées. Tout le monde en parle en plus, imaginez. Moi, je vais raconter aux gens. La tribu les écoute religieusement.
All bullshit. Si vous, Madame êtes à Sans si vous êtes à l'époque de la Renaissance, là, il n'y a que les gens de la haute société qui peuvent se permettre. C'est ça qui est le paradoxe du discours de tous ces gens-là, c'est qu'ils critiquent le néolibéralisme, la société capitaliste, tout ça. Mais en réalité, c'est cette société-là qui leur a permis le confort d'être des espèces de René Descartes version Wish. Parce que René Descartes, à son époque, à la Renaissance, il avait le temps d'être assis à côté de son foyer puis de se demander, ouais, est-ce que si je pense, j'existe vraiment? Et là, de faire ces méditations métaphysiques, tout ça, ben, eux sont en constante méditation métaphysique, mais de manière très médiocre. Mais tu sais, Et ils ont le luxe de faire ça parce qu'on vit dans une société extrêmement confortable et riche. Mais si mais on je s'en pense, va, tu sais, Oui, vas-y, Jérôme. juste pour préciser, c'est bien qu'on prenne le temps de réfléchir. Évidemment, ça fait partie de mon travail, ça fait partie de votre travail aussi, mais Mhm. cette gauche-là est rendue déconnectée des gens qu'elle prétend représenter. C'est ça le point aussi. Tu sais. Ben, moi aussi, j'ai philosophé beaucoup, là. J'ai étudié longtemps, puis je continue à le faire, mais je ne le fais pas au détriment des gens que je dis représenter. Là. C'est quand même C'est ça. incroyable. C'est-à-dire, la gauche, si elle s'occupe véritablement des opprimés, des pauvres, etc., il faut qu'elle comprenne que ces gens-là n'ont pas le luxe de réfléchir, c'est ça, toute la journée à des enjeux qui sont totalement fabriqués, artificiels, qui ne correspondent pas du tout aux réalités des populations défavorisées à l'échelle Mhm. mondiale. Mais moi, Absolument pas. Moi, j'ai l'impression, parce que pour en revenir puis conclure là-dessus avant qu'on se laisse, j'ai l'impression que le gouvernement du Québec, avec son espèce de comité de sages, va nous accoucher d'un truc un peu mi-figue, mi-raisin. C'est à mon avis ce qui se dessine. Là. Parce que je regarde la lettre qu'a écrit François Legault sur son Facebook et qu'il a mis aussi sur son compte Twitter. Ouais. On comprend pourquoi ce monsieur-là est populaire auprès d'une majorité de gens, malgré que ben, des auditeurs qui nous écoutent probablement lui l'aiment pas beaucoup. Là. Mais la réalité est la suivante, c'est qu'ils ont été élus là, puis, avec une majorité écrasante. Là. Mais la raison pourquoi c'est le cas, c'est qu'ils incarnent le Québec, la consensualité québécoise la plus crasse possible. Tu sais, quand tu es dans un débat à La Noël, modération. l'espèce de fausse modération où on évite de se mouiller, tout le monde est un peu... Ouais, tout le monde a sa vérité, tout le monde... Parce que, écoutez ce qu'il écrit. On a été clair qu'il n'est pas question de transformer les toilettes de nos écoles en toilettes mixtes, mais il reste beaucoup d'autres enjeux à étudier et on va prendre nos responsabilités. On va écouter tout le monde. On a le devoir d'être sensible envers les personnes de la communauté LGBTQ+, mais aussi d'entendre les inquiétudes de la population en général. On doit trouver un point d'équilibre modéré comme sont les Québécois. Et pour nous éclairer, on va créer un groupe de sages qui va se pencher sur ces questions-là. Notre but, ce n'est pas d'enlever des droits à personne et encore moins de stigmatiser, mais plutôt de documenter, d'analyser. On est capable de faire ça au Québec. On ne se crie pas après. Ah ouais? Je vous lis la lettre. C'est ça qui est écrit. Hey, non, mais c'est Mais spectaculaire, Frank, parce qu'on vient juste d'avoir. Tu sais, il y a une commission sur l'immigration. Alexandre Cormier-Denis a été cancellé hier. Carrément cancellé. Tu sais, on a fait, un peu, je l'ai expliqué dans le live du mercredi soir, on a fait le pire des scénarios. Tu pouvais l'ignorer, donc tu prends son mémoire, tu dis, bof, ce gars-là ne nous intéresse pas, tu l'ignores, tu n'en parles pas. Ou tu pouvais le recevoir puis le cuisiner si tu voulais. Mais ils ont fait la pire des options. Ils l'ont programmé, ils l'ont mis à l'agenda. Les médias ont signifié leur désaccord, les politiciens ont signifié leur malaise et on a cancellé le gars. On en a ils ont fait tout une fait pour qu'on victime. en parle. Ils ont tout fait qu'on en parle. Ce qui nous annonce déjà à Publicité l'avance que ce... exceptionnelle pour M. Cormier-Denis. Publicité c'est ça. exceptionnelle. Là. Puis Oui. est-ce que dans le genre de commission, mettons qu'on fait une commission parlementaire demain matin pour parler du genre, est-ce que les Ça va être la militants même chose. activistes avec les affaires complètement loufoques, très à gauche, vont être cancellés? Non. Mais c'est ça, c'est que on parle beaucoup des gens qui seraient radicaux, qui auraient des points de vue radicaux. Nous, on serait des radicaux libertariens, je ne sais pas trop. Mais comme si, effectivement, l'extrême gauche n'était pas radicale et comme si. Mais c'est le monde à l'envers à chaque fois. Tu sais, je veux dire, c'est qui les radicaux? C'est-tu les parents tu sais, qui vont travailler le matin, qui ont une vie assez rangée, qui s'inquiètent bon, de la propagation de la propagande trans dans les écoles, ou c'est une bande, une clique d'universitaires qui ont décidé qu'ils allaient utiliser les enfants dans leur combat pour la diversité sexuelle et que finalement les enfants devaient eux aussi
participer à cette diversité sexuelle, quitte à leur voler leur innocence sur ces questions-là. C'est qui les radicaux? Là? C'est-tu les drag queens qui vont raconter à des enfants de 5-6 ans que peut-être ils se sont trompés de sexe, ou c'est des parents inquiets qui font leurs affaires, qui sont tranquilles? Mais bien évidemment que les radicaux, ce sont les fanatiques transgenristes qui, en plus, préparent le terrain au transhumanisme. Ça va ensemble. Il y a des personnages célèbres. Il y a une femme, une milliardaire américaine qui écrit un livre, là, comment ça s'appelle celle-là? Mais qui fait vraiment le lien entre transhumanisme et transgenrisme, et qui, d'ailleurs, a créé une réplique robotique de sa femme. Là, donc, on est dans un univers vraiment là, assez fucked up. Là. Non, mais je pense que c'est Martine Rothblatt, un truc comme ça. Oui. Puis en plus, ils n'ont aucune référence intellectuelle. Ils ne sont pas équipés intellectuellement, là, c'est les gens qui vont vous accuser d'extrême droite, etc. Ils n'ont même pas les références. C'est nous qui les sortons à chaque fois. Il faut regarder ça. Mais pour revenir à Legault, qui nous dit, bon, la modération doit guider le débat. Les Québécois ne sont pas modérés, ils sont peureux. C'est pas la même affaire. Là. Donc, à chaque fois qu'on le... Je suis d'accord. À chaque fois qu'on parle de modération, c'est pour camoufler un manque de courage. Donc, quand tu dis Frank Miffing, mes raisins, comité de sages, on va essayer de trouver un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre à trouver. Faire des concessions face à des fanatiques, c'est pas être modéré, c'est être peureux. Je veux dire, il n'y a aucune concession à faire face à des fanatiques. C'est non. On ne négocie pas avec des terroristes de la pensée. C'est non. C'est non. Il n'y a pas d'affaire de modération là-dedans. Là. Ben, tu regardes, on est très. Hier, ça a été très rapide avec l'histoire de Cormier-Denis. Tous les articles de journaux sont sortis. Suprémacistes blancs, extrême droite, polémiste, sulfureux, blablabla. T'es comme, OK, ça, parfait, vous êtes capable. Ça n'a pas été long de faire l'image. Non, ça n'a pas été long. Par contre, il y avait un autre article hier qui traînait qui nous disait que des environnementalistes dégonflaient des pneus. Oui, c'est capoté, ça. Et ces gens-là, ce ne sont pas des environnementalistes qui dégonflent des pneus, ce sont des terroristes qui se font passer en plus pour des policiers en remettant des faux constats d'infraction. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais je vous le mets à l'écran, puis on va terminer là-dessus. Là, mais je l'ai quelque part ici. Donnez-moi un instant. Le voici. C'est Alexa, justement, de Rebel News qui l'a montré. Voici ce qu'ils remettent. Ils pètent les pneus des voitures et ils me remettent un truc dessus qui s'appelle constat d'infraction, district judiciaire. Les gens pensent qu'ils ont des vraies amendes. Là. Puis quand tu lis les petits détails, ça dit vous brisez la terre avec votre véhicule, etc. Mais dans les médias, on a parlé de ces gens-là parce que on nous dit tout le temps l'extrême droite est violente, c'est des gens qui veulent passer des gens à tabac, etc. Et là, tu as des militants d'extrême gauche exaltés du bocal. Ils vandalisent le bien d'autrui, ils se font passer pour des policiers alors qu'ils en sont. C'est criminel, ça. C'est des actes criminels qui sont posés. Puis on écrit ça dans le journal en disant des environnementalistes dégonflent des pneus. Usurper l'identité d'un policier, by the way, c'est un acte criminel également. Ben oui. Fait que t'es là, tu te dis ouais, environnementaliste. Non. C'est, comme dirait le boomer québécois, des petits bums. C'est des petits bums, mais plus que des petits bums qui commettent des actes criminels. Le vandalisme est un acte criminel. Puis il n'y a aucun mot péjoratif dans le titre. Aucun! Alors que Cormier-Denis, c'est Satan. Ah, c'est ça. Puis, on va s'entendre. Il y a beaucoup de monde qui sont très en désaccord avec Cormier-Denis et sa façon de faire la politique. En fait, Cormier-Denis va faire la même chose que la militante du genre qu'on a vu. Ils vont mettre du sucre sur leur pilule. Quand ils vont se présenter en public, ils vont avoir un discours totalement différent de ce qu'ils vont dire en privé ou ce qu'ils vont dire sur leur chaîne payante. Mais en bout de piste, on reçoit les militants de la gauche au Parlement, on leur ouvre les portes, on les écoute, on se laisse influencer par eux, mais on barre les clés du Parlement à Cormier-Denis. Parce que c'est sûr que sur ce comité de sages-là, c'est sûr qu'il va y avoir plein de dames comme celle dont on a parlé, qui a débattu avec Jean-François Lisée. Par contre, de l'autre côté, ce que vous pouvez espérer de plus proche de votre pensée, peut-être, les gens qui nous écoutent, c'est genre un espèce de Jean-François Lisée. Ça va être mieux. Ils n'iront pas plus loin que ça. Là. Il n'y aura pas de gens qui vont venir nous expliquer que ça ne doit pas être dans les écoles ou tout ça, parce qu'automatiquement, on va nous dire, ben là, c'est quoi cette affaire-là? On permet à l'extrême droite de venir débattre avec des experts qui sont dépositaires du savoir, etc. Ça n'a pas sa place au Parlement. Puis, avec toujours un peu l'idée aussi de lier Éric Duhaime à ça en disant, bon,
Est-ce que vous, M. Duhem, vous seriez pour que telle personne parle? Ah, OK, parfait, article de journaux. Éric Duhem supporte un intervenant d'extrême droite. Tu sais, c'est toujours un peu la même mécanique, là. On a compris, là. C'est foncièrement gênant, là. Écoute, Jérôme, peut-être en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour Libre Média? Avez-vous dans les prochains jours un entretien qui s'en vient ou quelque chose que tu aimerais publiciser? Je te laisse le mot de la fin. Aujourd'hui, on publie un entretien avec une personne qui s'appelle Yann Sénéchal qui traite de la question des faillites au Québec. Vous avez vu, 60% des faillites au Canada surviennent au Québec, alors que le Québec représente 23% de la population canadienne. Donc, Yann nous explique très clairement c'est quoi ce phénomène-là. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai appris en révisant, éditant ce texte-là. Ce qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, le premier ministre Legault est en train de se mêler dans ses lacets sur ce sujet-là. C'est l'enfer. Ah oui, oui. Écoute, il se fait questionner par les libéraux. Répond aux libéraux de dire « Hey, les libéraux, vous êtes donc ben caves. C'est normal qu'on ait plus de faillites qu'ailleurs. On a plus de PME. » Ce qui est faux. En fait, tu veux-tu même savoir ce qui est... Non seulement c'est faux, mais le Québec est l'endroit après les territoires où il y a le moins de PME au Canada. En pourcentage. En pourcentage. Donc, si vous regardez toutes les provinces, là, en fait, la moyenne canadienne, c'est que 97,9 % des entreprises canadiennes sont des PME, donc de 0 à 100 employés. Et le Québec se situe à 97,7. Donc, c'est marginal. Vous me direz la différence, mais en fait, on est en bas de la moyenne canadienne et on est, après les territoires, la deuxième place où il y en a le moins. Puis honnêtement, d'identifier très clairement c'est quoi l'explication parfaite pour dire pourquoi on a 60% des faillites, c'est quand même assez difficile. Mais regarde, Joey m'a envoyé des tweets entre le Marc Tanguay, justement, puis les libéraux. Puis on est dans puis François Legault, on est dans la grosse démagogie des deux bords, là. François Legault n'a pas de vision économique, il ne travaille que pour les gros deals. Bilan, 61% des entreprises qui font faillite au Canada sont au Québec. Bon. Il répond, 2018, le PLQ au gouvernement, 58% des faillites étaient au Québec. En 2022, c'était 57,2%. Le Québec a beaucoup de petites entreprises. Le phénomène n'est pas nouveau. Le seul bout qui est correct dans cette histoire-là, c'est le phénomène n'est pas nouveau. C'est vrai, c'est depuis 2012. Il y a 100% raison. Mais personne ne fournit d'explication. Pourquoi c'est comme ça? C'est quand même drôle, pareil, de voir des gens s'obstiner entre eux de savoir c'est qui est le moins médiocre que l'autre. C'est parce que ça devrait être... De temps en temps, on devrait être en bas de 20%. Là. On est tout le temps en haut de 50%. C'est une catastrophe. Mais sinon, Libre Média, j'invite les gens à aller voir un texte de Marc Simard sur l'itinérance, la crise du logement, publié hier, qui explique comment la crise du logement et l'augmentation de l'itinérance découlent en bonne partie de politique du gouvernement. Donc, on se trompe là. L'angle mort des gens qui sont préoccupés par ces phénomènes-là, c'est l'État. C'est-à-dire qu'on pense que l'État va tout régler, mais non, l'État est souvent une bonne partie du problème. Donc ça, c'est un texte quand même assez rafraîchissant à aller lire dans la section opinion. Sinon, on poursuit sur notre lancée. On a des textes notamment sur la relation entre le Canada et l'Inde. Vous avez vu, on a tout le volet géopolitique. Donc, la relation entre le Canada et l'Inde qui est catastrophique. Le Canada qui a réussi à s'aliéner quand même les deux géants asiatiques, Chine et l'Inde. Je pense que le Canada est le seul pays dans le monde, le seul pays occidental qui a des mauvaises relations à la fois avec l'Inde et la Chine. En général, on se limite à un pour, c'est quand même 2 milliards de personnes, les deux pays ensemble. Donc, s'aliéner les deux en même temps, c'est s'aliéner à peu près 40% de la population mondiale, non, 40%, 35% à peu près de la population mondiale d'un seul coup. C'est du génie signé Justin Trudeau, là, encore une fois. Oh my God. Puis on a un texte aussi avec le prof Caron, une entrevue avec le prof Caron sur l'ovation à Alex Soldonazzi. Très bon, ça. Caron explique comment il a été ostracisé dans les grands médias au début de l'offensive russe pour avoir rappelé en fait des faits concernant la collaboration de l'Ukraine avec les nazis. Donc, le prof Caron qui n'est pas du tout pro-russe. Hein. Donc, les médias canadiens, les grands médias canadiens sont extrêmement hypocrites sur ces questions-là parce que si on avait écouté les gens qui avaient un point de vue dit complotiste ou pro-russe, on n'aurait probablement pas fait cette erreur-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu écouter les gens qui ont émis des avertissements sur
les nationalistes ukrainiens qui ont effectivement des accointances avec les nazis ou qui se réfèrent des nazis. C'est une réalité. Nous, à Libre Média, on l'a dit souvent. Puis ça ne veut pas dire d'être pro-russe, mais il y a un conflit, vous le méconnaissez, vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour en traiter. La chronique de Mario Dumont d'hier est catastrophique. Là. Je veux dire, si vous ne connaissez pas le sujet, parlez-en pas. Là. Vous avez de l'arcave, sérieux. Absolument. Écoute, merci Jérôme d'avoir été là. C'est tout le temps le fun d'avoir notre un grand ami plaisir. Jérôme Blanchet-Gravel. Bon retour de vacances, Frank. Oui, bon retour de vacances. Oui. C'est une semaine assez difficile. On revient de vacances, l'ovation à un nazi. J'en ai parlé en France à la radio, c'est incroyable. Ça fait vraiment le tour du monde. En France, ils n'en reviennent pas. Oui, je pense qu'il n'y a personne qui en revient, honnêtement. Là. Ça a fait le tour. On je ne sais pas si vous avez vu le tweet de l'ancien président russe, là, Medvedev, qui parlait de Justin Trudeau comme un dégénéré d'extrême gauche. Je veux dire, c'est des affaires qui ont été vues 3-4 millions de fois. Tu te dis, bon. Ou d'extrême droite, ça fait pas une super belle jambe au Canada. Mais merci, Jérôme, d'avoir été là. On invite les gens à aller voir Libre Média, donc libremedia.com, avec un trait d'union et de vous suivre sur votre chaîne YouTube, vos médias sociaux, etc. Oui, aidez-nous à relever le défi du blocage de la page Facebook. On absorbe un petit coup, mais il faut juste poursuivre. Mais c'est sûr que finalement, Facebook a bloqué notre page. Oui, ben, j'imagine qu'ils ont vu le mot média dans Libre Média. Ils ont dit c'est un journal. On avait survécu là, pour une raison inconnue pendant plusieurs semaines à ça, mais là, c'est bloqué. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il faut aller nous consulter ailleurs que sur Facebook. Donc, sur X principalement, qui est vraiment le ex-Twitter, qui est le relais principal après Facebook. Sinon, directement sur notre plateforme. Parfait. Chaîne Telegram également. Chaîne Telegram qui marche bien. Très bien. Donc, merci. Très bien. Donc, merci beaucoup. On se reparle probablement dans 2 semaines. OK, excellent. Merci, les gars.